Maryse Mauger, bienvenue à Reflet d'ici, édition du 15 octobre. Voici le contenu de votre émission pour cette semaine. Entrevue avec M. Philippe Toune, député fédéral, Gaspésie-les-Îles. On veut que les gens se rendent en grand nombre à une manifestation le 27 octobre, qui est un samedi. C'est en raison de la réforme de l'assurance-emploi. On sait que les réformes que le gouvernement conservateur Harper nous a proposées, ils vont nuire à notre région énormément. Mirko reçoit le préfet de la MRC du Rocher-Percé, Mme Diane Le Boutillier. Au centre d'appel, 30 postes, aussi des agrandissements qui vont se faire auprès de ce bâtiment-là. Fait qu'on se retrouve à Chalmers avec 88 employés. Débutons l'émission de cette semaine avec une entrevue réalisée en studio par Mirko Da Silva. Alors, Mirko a reçu M. Philippe Toune, qui est le député fédéral Gaspésie-les-Îles, concernant le dossier chaud de l'heure, qui est le dossier de la réforme de l'assurance-emploi. Eh bien, mesdames, messieurs, à notre émission Reflet d'ici cette semaine, nous recevons le député fédéral, M. Philippe Toune, député du NPD, vient discuter avec nous en studio du projet de réforme d'assurance-emploi. On le sait très bien, c'est un dossier très chaud dans l'actualité ces temps-ci. Alors, bonsoir, M. Philippe Toune. Oui, bonsoir à vous. Ça va très bien? Oui, une belle journée. On a lancé un communiqué aujourd'hui, puis un point de presse. On veut que les gens se rendent en grand nombre à une manifestation le 27 octobre, qui est un samedi. C'est en raison de la réforme de l'assurance-emploi. On sait que les réformes que le gouvernement conservateur Harper nous a proposées, ils vont nuire à notre région énormément. On pense premièrement au trou noir de printemps. Tous les prestataires qui ont fait une demande d'assurance-emploi depuis le 15 septembre, ils n'auront plus le droit d'aller chercher un 5 semaines supplémentaires en printemps. Ça veut vouloir dire qu'au mois d'avril, tout d'un coup, on se ramasse avec plus qu'un mois sans de revenus. On a aussi la réforme du 50 %. Dans le passé, on pouvait aller travailler un 40 % additionnel sans se faire déduire des prestations. Mais maintenant, on a viré ça de bord, puis là, on va déduire, si les gens travaillent pendant une période de prestation, on les déduit tout de suite, dès la première journée, 50 % de leurs revenus. Il n'y a pas eu un recul dans les 2 dernières semaines sur le 40 %, le projet pilote? Il n'y a pas une possibilité de pouvoir bénéficier encore d'au moins cette partie-là du programme qui était là auparavant? Tout à fait. Je pense que le fait qu'il y a beaucoup de pression, la ministre Finley, la ministre en charge de l'assurance-emploi, elle a senti que ça va très mal, le produit qu'elle est en train de proposer aux gens. Donc, oui, effectivement, il y a un certain recul. C'est pas fort, c'est un petit recul, mais c'est quand même... c'est bien qu'elle n'avance plus. Elle est vraiment en situation où elle recule, qui est très important. Puis c'est justement à raison des pressions qu'on met. Mais le recul, c'était ceux qui étaient sans emploi au mois d'août, au plus tard, pourront bénéficier de l'ancien régime. Ouais. Tous ceux qui tombent maintenant en prestation depuis le mois de septembre, malheureusement, ça tombe sur le nouveau régime, donc le 50 % qui est déduit tout de suite. Tous ceux qui tombent sans emploi depuis le 1er septembre, depuis même le 6 août, ces gens-là, malheureusement, c'est presque tous les gens de la Gaspésie. Les travailleurs saisonniers, ça ne finit pas de travailler au 5 août. On finit de travailler rendu au mois de septembre. Donc, la ministre a fait exprès de tasser tous ces gens de côté. Les seuls gens qui vont en bénéficier, finalement, c'est ceux qui sont sur la régie des rentes, les pensionnaires, ceux qui sont en pension. Eux autres vont bénéficier, s'ils ont tombé en pension jusqu'au début du mois d'août. Mais on s'entend, c'est les gens qui sont en pension, qui bénéficient de la régie des rentes et de l'assurance-emploi, c'est très rare. Alors, elle a eu un recul, mais c'est un recul qui touche un très peu de gens. Puis, encore une fois, je veux juste ajouter qu'elle vient toujours de créer un nouveau palier de prestataires. Là, on est rendu qu'il y a 4 genres de prestataires à l'assurance-emploi. Dans le passé, il y avait un prestataire, un travailleur saisonnier, une personne qui bénéficie de l'assurance-emploi. Là, on est rendu qu'il y a 4 différentes sortes de critères. Ça va être très difficile à gérer. Franchement, si elle pense à économiser, ça va pas, les économies vont être minces, c'est certain.
Au fond, c'est une réforme qui est complètement déconnectée de la réalité dans laquelle on vit dans l'Est du Québec, dans notre région, ne serait-ce que la réalité du phénomène du tourisme en tant que tel, et puis aussi sur les réalités qu'ont à vivre les travailleurs, les emplois sur une période de 12 mois qu'on appelle à l'année. C'est pas tout le monde qui... La majorité des gens n'ont pas ce genre d'emploi-là par ici. Donc, ça ne se colle pas à notre réalité, pas du tout, là. C'est certain que toutes les régions qui sont des régions de travail saisonnier, comme la Gaspésie, comme a dit le président de la CREGIM, 80% de l'économie de la Gaspésie est basée sur le travail saisonnier. Ce n'est pas juste les régions de travail saisonnier. On pense aussi en ville, il y a certains domaines qui sont saisonniers. On pense par exemple des travailleurs à temps partiel dans le domaine d'éducation. Mais en grande partie, c'est les régions qui sont les plus touchées par les réformes. Ce qu'on veut voir ici, c'est que la ministre comprend que la réforme qu'elle a proposée nuit énormément à notre économie. La raison d'être de l'assurance-emploi dans une région de travail saisonnier, puis on n'oublie pas, au Canada, l'hiver, c'est un incontournable. Plusieurs régions au Canada sont des régions de travail saisonnier. L'assurance-emploi joue un rôle très important. On a une main-d'œuvre rendue au printemps qui doit être présente, qui est formée. Ces gens-là contribuent à une économie qui est très rentable. L'économie roule bien, les taxes rentrent, le gouvernement fait son argent, les impôts aussi. Tout le monde bénéficie de tout le travail qu'on fait. Ça roule à 100% l'été. Mais pour que ça puisse rouler, il faut quand même combler la période où l'économie ralentit. Et l'assurance-emploi, ça a toujours joué ce rôle-là. Avec la réforme qu'on nous a présentée, c'est comme si on fait penser que les travailleurs saisonniers, ça n'existe pas, que le fait qu'en Gaspésie, on ne peut pas pêcher 365 journées par année, on n'a pas de touristes, du moins très peu, qui viennent ici l'hiver. Si le plan de match était de développer l'économie hivernale de la Gaspésie et par la suite modifier l'assurance-emploi en conséquence, tant mieux. Mais là, on a viré ça de bord. On fait en sorte que les gens ne bénéficient plus de l'assurance-emploi l'hiver, ou du moins pas suffisamment. Ces gens-là vont avoir la difficulté à faire un choix. Là, le choix, c'est est-ce qu'on reste en Gaspésie, puis à chaque année, on en perd un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus encore, ou est-ce qu'on quitte carrément la région? Puis moi, ce que je suis en train de proposer, c'est que la réforme va faire en sorte que les gens vont quitter la région. Puis ça, c'est très inquiétant. Et ça va avoir aussi des conséquences sur les employeurs en tant que tels. Les travailleurs peuvent avoir comme choix de simplement quitter pour aller à l'extérieur et ne pas revenir. Et tout l'investissement qu'il y a eu de la part des employeurs sur la formation de ces employés-là, bien, elle est perdue, là. Les études qu'on a devant nous disent qu'il va y avoir un manque de main-d'œuvre dans la région. Et c'est certain, le capitaine pêcheur qui n'a pas d'aide pêcheur ne peut pas pêcher. Les hôtelleries qui n'ont pas de main-d'œuvre rendue l'été vont avoir de la difficulté. Il faut respecter les professions en tant que telles aussi, là. Et si on pense aussi, on essaie d'étirer la saison estivale, mais pour le faire, on ne peut pas juste l'étirer à 100%, ça se fait en petits bouts. Alors, l'hôtel qui va avoir besoin d'un petit peu plus de main-d'œuvre, ils vont demander à des gens de travailler à temps partiel. Mais ces gens-là vont refuser, étant qu'ils perdent 50% de leur salaire. S'ils payaient 12 piastres l'heure, bien là, à 50%, vous êtes en train de travailler à 6 $ l'heure. Ça veut dire c'est presque des taux d'esclavage. C'est certain que c'est inférieur au taux minimum. Cette réforme ne tient pas debout. Ça n'encourage pas le travailleur à travailler non plus, là. Il va y avoir des refus, il va y avoir un manque de main-d'œuvre. À date, la seule solution qu'on nous a proposée, c'est Maxime Bernier qui a dit on peut toujours aller chercher des Mexicains. Mais franchement, je ne pense pas que le gouvernement fédéral, son rôle, c'est de régler le chômage au Mexique. Le problème existe ici, puis on devrait avoir une solution ici. La ministre Finley, il y a 2 semaines en Chambre des communes, elle a annoncé qu'elle a resté surprise jusqu'à quel point que ça va nuire à certaines entreprises, à certaines régions. Puis elle est prête à commencer à regarder à une réforme, un recul, si vous voulez, à sa réforme. Et elle a déjà annoncé un petit recul, puis c'est à nous autres maintenant de mettre la pression. Donc, justement, la mobilisation du milieu actuellement, elle est presque unanime, et d'où l'importance de participer à cette manifestation à Campbellton le 27 octobre prochain. C'est important que les gens soient solidaires et présents sur le site pour manifester leur mécontentement. C'est tout à fait ça. Ce qui est intéressant, il va y avoir une manifestation à Pointe-à-la-Croix et à Campbellton. C'est à 11h le 27 octobre. À l'heure du Québec, midi, l'heure du Nouveau-Brunswick. On va aller réunir les gens du Nouveau-Brunswick parce que la réalité du travail saisonnier, c'est vraisemblablement la même réalité qu'on vit ici en Gaspésie puis aux îles. On va avoir une manifestation non seulement ici, mais on sait qu'il va en avoir
au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard, à Thetford Mines, dans l'Ouest canadien. Il va y avoir des manifestations, finalement, qui vont avoir lieu un petit peu tout partout au travers le Canada. Donc, beaucoup de pression qui va être mise. Ici, en région, chez nous, le 27 octobre, c'est en fonction de le fait de la chasse. On ne voulait pas avoir une manifestation pendant la chasse. Il n'y a pas grand-chose qui se passe en Gaspésie pendant la chasse. Mais par pur hasard, les autres manifestations vont avoir lieu en même date que nous autres. Alors, tant mieux. On a aussi une manif qui va peut-être avoir lieu aux Îles-de-la-Madeleine le 3 novembre, alors la semaine d'après. Ça reste déterminé, mais c'est certain qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. Puis je vais souligner aussi que si on se rend à Pointe-à-la-Croix, on traverse le pont, puis on se rend à Campbellton, il y a un député conservateur à Campbellton, même c'est un ministre fédéral. Et ce monsieur-là, franchement, s'il pense se faire réélire dans 2-3 ans, je pense qu'il va falloir qu'il soit à l'écoute lui aussi. C'est une des raisons qu'on veut faire ça à Campbellton. C'est non seulement faire le pont, si vous voulez, entre les deux régions, mais aussi on veut que le député conservateur comprenne que c'est un enjeu important pour sa région, puis c'est à peu près temps que lui aussi, il travaille, puis il raconte ses histoires à Mme Finley pour qu'elle puisse bien comprendre l'impact que ça va avoir. On y tient qu'il y ait un recul. On va continuer à pousser très fort, autant dans les manifestations, autant à la Chambre des communes à Ottawa. Puis on espère que les conservateurs vont commencer à comprendre. Il ne faut pas nuire les régions. On le sait très bien, dernièrement, il y a un nouveau gouvernement qui a été élu, le gouvernement du Parti québécois, qui parle de peut-être rapatrier le régime de l'assurance-emploi au point de vue, de ramener ça au point de vue provincial. Est-ce que cela pourrait être une solution en soi, d'après vous? Le rapatriement de l'assurance-emploi, c'est certain que c'est une possibilité parmi les autres. Le problème, c'est que ça va prendre des années à le négocier. On a des problèmes aujourd'hui. Il faut régler nos problèmes d'économie aujourd'hui. On va perdre de la main-d'œuvre aujourd'hui. Ce n'est pas dans 8 ans qu'on va perdre notre main-d'œuvre. Et depuis, à l'heure actuelle, je crois que c'est déficitaire au niveau de notre région, là, au niveau de ce que ça coûte versus ce qu'on paye. Le Fonds de l'assurance-emploi est déficitaire au Québec de centaines de millions de dollars. Donc, une des questions va être, si c'est répatrié, il faudrait que la province trouve un moyen de combler le fait qu'il y a un déficit. Est-ce que les contributions vont augmenter? Est-ce que les prestations diminuent? Est-ce qu'on trouve une autre solution? Je ne le sais pas. Mais c'est certain que cette solution-là, c'est vraiment une solution à long terme. Et il faut absolument que ça soit à court terme. Autant plus que le premier ministre, le lendemain de l'élection au Québec, il a laissé comprendre très clairement qu'il est prêt à discuter avec le Québec, mais pas en ce qui concerne la Constitution. Et l'assurance-emploi, c'est un élément dans la Constitution canadienne. Alors, s'il n'y a aucune ouverture du côté de M. Harper, on peut mettre des pressions, oui, mais encore une fois, ça va prendre des années avant que ça aboutisse. Et franchement, moi, je pense que les prestataires méritent un peu mieux que ça, attendre quelques années. Ils ont besoin de l'aide aujourd'hui. Et corrigez-moi si je me trompe, mais le fait que ce soit un programme national, c'est pas un avantage pour les provinces les plus pauvres versus les plus riches en ce qui concerne la diversification de la richesse collective de l'ensemble du Canada en tant que tel. Parce que j'imagine que c'est peut-être les provinces de l'Ouest canadien qui compensent pour les besoins qu'on n'arrive pas à couvrir selon ce qu'on paie en prestations à l'heure où on se parle. C'est certain qu'il y a une raison pourquoi c'est un programme fédéral. Et quand on l'a créé en 1940, c'était en fonction du fait qu'il y avait une crise économique dans les années 30. Oui. Et on voulait justement un programme fédéral pour combler le fait que dans certaines régions du pays, il y a moins d'argent, puis il y en a d'autres qui en a plus. Aujourd'hui, on comprend que si c'était pour être géré au niveau provincial, un des gros avantages de l'assurance-emploi aujourd'hui, c'est que si on veut être un travailleur qui se rend dans d'autres régions, on peut le faire, parce que quand on revient chez nous, nos prestations nous attendent. Je pense en particulier à nos amis acadiens au Nouveau-Brunswick. Ils vont souvent, par exemple, au Fort McMurray, au nord de l'Alberta. Bien, si c'était rendu provincial, l'assurance-emploi, l'argent, les contributions seraient en Alberta, dans le fonds albertain, et quand ces gens-là retournent au Nouveau-Brunswick, ils n'auraient pas les fonds disponibles. Au Nouveau-Brunswick, le programme ferait faillite parce qu'il n'y a juste pas assez d'argent. En Alberta, le programme serait probablement scrappé parce que selon eux, ils n'en ont pas besoin puisqu'ils ont le plein emploi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'un coup, il y a plusieurs régimes d'assurance-emploi ou absence totale d'assurance-emploi. Tous les travailleurs au Canada seraient traités de façon différente dépendant de leur région.
c'est pas ça qu'on veut. On veut trouver un moyen pour que tout le monde puisse bénéficier de façon égalitaire et que l'assurance-emploi joue un rôle important pour équilibrer la disparité régionale qui existe au Canada. Le Canada, c'est un projet intéressant parce que justement, on a la richesse pour créer une belle vie pour tout le monde. Mais quand on commence à regarder à ça de façon régionale, bien là, il va y avoir des gagnants et des perdants. Ce n'est pas le genre de pays que je veux vivre, moi. Parlant de rapatriement, en ce qui concerne le dossier du parc Forion, on ne peut discuter ensemble sans parler des réalités touristiques importantes de notre secteur. Est-ce que ça peut être une solution de rapatrier le parc Forion pour en améliorer les services ou du moins le développer de façon plus convenable si on prend pour acquis qu'il n'est pas développé à notre goût selon ce qu'on espère? C'est un argument qui est très semblable. Le temps que ça prend pour négocier le rapatriement, pour aller chercher quelque chose qui nous appartient déjà en passant. Le parc, il n'appartient pas à un autre État. Il appartient aux contribuables canadiens. Et que ce soit le contribuable canadien avec le chapeau fédéral ou le chapeau provincial, c'est le même contribuable. Ce qui est intéressant, le parc Forion, ce qu'il faut vraiment, c'est une meilleure gestion. Parc Canada, c'est un incroyable outil qui est capable d'aller chercher des touristes à peu près n'importe où au monde. C'est un outil très puissant et très présent, ou du moins il l'était. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une mauvaise gestion. Les conservateurs ne croient pas dans les parcs. Tout ce qui est vert, finalement, là, ils ont beaucoup de difficultés, ça semble. Mais ce qui est important, c'est que c'est qu'une question de gestion. Qui dit qu'au palier provincial, si jamais il y a un autre genre de gouvernement qui rentre au pouvoir, la mauvaise gestion pourrait s'exprimer autant au niveau de la province que ça le fait en ce moment au niveau du fédéral. Ce qu'il faut, c'est changer de gouvernement. Le gouvernement ne croit pas dans ces parcs. Il essaie il essaie même pas de les rentabiliser. Il a décidé de les abandonner. Il les ferme. On le voit au parc Forion, on voit les maisons qui sont en état vraiment délabré. On veut un vrai investissement dans nos parcs. Donc, une gestion différente pourrait être une solution. Ça, je pense que c'est la solution clé. Il faut comprendre que les parcs, ça a besoin d'avoir un appui pour que les gens se rendent dans nos régions pour aller voir la beauté et la richesse du Canada. On a beaucoup de parcs, puis c'est un pôle qui intéresse non seulement les Québécois, mais les autres Canadiens et les gens à travers le monde. Il y a des parcs Gros-Morne à Terre-Neuve. C'est un parc fédéral, puis ça aide que les gens s'intéressent d'y aller parce que, justement, à Colombie-Britannique, on entend parler. On entend parler du parc Forion au Saskatchewan parce que c'est un parc Canada. Mais on n'entend pas trop souvent parler du parc de la Gaspésie parce que c'est au niveau provincial. C'est une question de gestion. Et si on veut vraiment rentabiliser ce parc-là pour aller chercher les 500 000, les 1 million de touristes qui étaient censés se rendre, c'est à peu près temps qu'on met l'effort pour que ces gens-là puissent connaître la richesse qui est le parc Forion. On n'a pas, en ce moment, on ne s'est pas assis pour créer un vrai plan d'action pour l'industrie touristique en Gaspésie. Puis c'est ça que ça va prendre. On a besoin d'un chemin de fer puis un service de passagers qui est à la hauteur. On a besoin des hôtels et tout le domaine touristique qui soit là non seulement pendant le mois qui est très présent, de touristes l'été, mais aussi aller chercher des gens au mois de mai, au mois d'octobre. L'aéroport. Il faut un aéroport qui est capable non seulement qui est capable d'accommoder des aéroplanes qui sont plus larges, mais aussi que ça coûte moins cher. Franchement, il y a la monopole qui est vers Canada dans notre coin, ça nous nuit. Alors, il y a beaucoup d'actions qu'il faut prendre pour que les gens se rendent en Gaspésie, pour qu'ils aient l'argent dans leur poche pour dépenser pendant qu'ils sont ici et non pas juste donner de l'argent aux transporteurs. Il faut avoir une nouvelle façon de voir les choses pour vraiment développer la région. Puis c'est ça qui manque en ce moment. Avoir des arguments de rapatriement, c'est bien beau, puis peut-être c'est des solutions à long terme, mais à court terme, on a besoin de quelque chose de beaucoup plus concret. Et M. Thune, merci beaucoup de votre visite à l'émission Reflet d'ici, à la télévision communautaire. C'est votre première visite. Oui, merci. Et vous inaugurez un peu nos nouveaux studios. Donc, bienvenue chez nous et au plaisir de se revoir. Naturellement, nous allons suivre ces dossiers-là de très près. Donc, on va sûrement avoir à se revoir d'ici la fin de l'année 2012, c'est certain. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Plaisir.
Alors, c'était M. Philippe Toun, député fédéral Gaspésie-Les-Îles. Poursuivons avec une autre entrevue réalisée également en studio par Mirko da Silva avec le préfet de la MRC du Rocher-Percé, Mme Diane Boutillier, qui vient nous informer sur les dossiers de développement économique de la MRC du Rocher-Percé. Allons rejoindre Mme Leboutillier. Bien, mesdames, messieurs, à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici cette semaine, nous recevons en studio la préfète de la MRC du Rocher-Percé, Mme Diane Leboutillier. Alors, bonsoir, Mme Diane. Bien, bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. On ne s'est pratiquement pas vu de la période estivale, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de dossiers importants qui ont été suivis entre-temps. Et justement, le but de l'entrevue d'aujourd'hui, c'est comme à l'habitude, reprendre notre rencontre mensuelle habituelle pour faire le point sur les dossiers importants qui sont suivis au sein de la MRC du Rocher-Percé. Oui, vous avez raison. Effectivement, il se passe beaucoup de choses, mais déjà au départ, vous êtes dans vos nouveaux studios. Oui, déjà là, c'est déjà quelque chose de nouveau. Et puis au niveau visuel, c'est sûr là, que ça a un impact là, complètement différent. Alors, encore une fois, merci de votre visite, première visite de l'année, et on va se voir de façon récurrente pour le restant de l'année. Exactement. Tous les mois, rencontres mensuelles pour informer les gens de ce qui se passe dans notre MRC. Donc, on en parlait en préparation d'entrevue. Donc, depuis notre dernière rencontre, il y a eu changement de gouvernement. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées au niveau de l'actualité aussi. Mais il y a quand même certains dossiers très importants qui ont été vraiment mis de l'avant avant d'aller en période estivale. Et parmi ces dossiers-là, on parlait du dossier compostage et aussi au niveau du centre d'appel, des choses qui se sont concrétisées au printemps. On parle de 30 postes là, qui se sont C'est ça. concrétisés. Fait que nous, on savait, là, la dernière fois où on s'est rencontrés, on savait qu'il y avait des élections là, étaient à venir. Puis il y avait des dossiers où on devait vraiment là, terminer, là, de ficeler ces dossiers-là. Parce qu'on sait que en période électorale, tout est gelé au niveau gouvernemental. Fait qu'on a réussi à finaliser, nous, c'était prioritaire de finaliser le dossier du compostage, puis du centre d'appel. Fait qu'au centre d'appel, 30 postes, aussi les agrandissements qui vont se faire auprès de ce bâtiment-là. Fait qu'on se retrouve à Chandler avec 88 employés pour le ministère du Revenu, puis ce qui a vraiment permis d'avoir ces emplois-là dans la ville de Chandler, qui a vraiment beaucoup aidé, ça a été la qualité du travail des employés au ministère du Revenu. Ça a joué là, vraiment dans la balance pour pouvoir ramener ces postes-là dans notre MRC. Ça fait qu'on en est vraiment content. Puis ça, c'est des postes permanents. Puis souvent, les gens... c'est permanent, c'est à temps plein à l'année. On parle de salaires jouant entre 45 000 et 60 000 par année. Des emplois de qualité. Des emplois de qualité. Fait que c'est sûr qu'au courant de l'année, il va y avoir les affichages de postes. Fait que les gens vont entendre parler, le ministère du Revenu. Puis ça, c'est des emplois. On ne peut... Quand c'est en place, on ne peut plus les perdre. Là. Bon. Fait qu'on on était très contents. Puis aussi, on est allé chercher... ça, c'est drôlement plus important aussi au niveau pour toutes les démarches qu'on avait faites au niveau du compostage. Mm-hmm. Fait qu'on ne pouvait pas se permettre d'attendre parce qu'au niveau des municipalités puis des MRC, il y a des règles municipales, puis il y a des délais où on ne peut pas retarder. Sinon, tout aurait été à recommencer, puis on aurait retardé le projet de pratiquement 2 ans. Là. Fait qu'on a travaillé très fort puis on est content. Et puis c'est un dossier qui est appelé à grandir aussi. Hein. On n'arrête pas ça là. Peut-être plus d'emplois dans un avenir proche. Ah oui. C'est sûr qu'au niveau du centre d'appel, nous, on continue là, pour avoir, parce qu'on peut maximiser, là, puis on peut développer d'autres emplois au niveau du ministère du Revenu. Fait que c'est un bon créneau. Fait que nous, on continue là, de travailler là-dessus. Est-ce que ça a apporté du nouveau monde dans la place ou c'est beaucoup de gens de notre région qui Il y a une priorité pour les gens de notre région. Fait qu'il y a beaucoup de gens de chez nous qui déjà travaillent au ministère du Revenu. Oui. Puis certainement parce que c'est sûr qu'il y a toujours une priorité pour les gens de la place, mais on comprend aussi qu'on travaille au ministère du Revenu. Ils ont des spécificités particulières au niveau des compétences. Puis
Puis nous, ce qu'on veut aussi, c'est ramener des gens de l'extérieur. Ça fait qu'on peut avoir de nos jeunes qui sont à l'extérieur, qui voudraient revenir, ou des gens qui sont de l'extérieur et qui voudraient venir s'installer en Gaspésie, des nouvelles familles. Fait que nous, là, on est prêts à accueillir tout le monde, les portes ouvertes. Et les deux situations peuvent être profitables. Les deux situations sont profitables. Maintenant, ce qui concerne le dossier compostage, on a fait des annonces très importantes sur la mise en place du site et du site de traitement et tout ça. Là, on le voit, on n'a qu'à se promener un peu à tous les 2 semaines ou à chaque semaine. Il y a pratiquement toujours une région de notre territoire où il y a un bac brun sur le bord du chemin. Donc, les bacs sont maintenant chez les résidents. Les bacs sont chez les résidents depuis le mois de septembre. On a commencé la cueillette. On a commencé avec un petit peu de retard. En septembre. C'est sûr qu'on a eu quelques difficultés, mais tu sais, nous, on doit s'ajuster aussi, là. Il n'y a personne qui pouvait prédire qu'on aurait un mois de septembre qui ressemblerait aux semaines de la construction, là. Fait qu'il a fait très chaud. Incroyable, oui. Fait qu'on a eu... fait que les premières personnes qui ont commencé à composter, on a eu un petit problème avec... les gens nous appelaient pour dire qu'il y avait des petits verres blancs dans le bac de compostage. Mais je vous dirais que ça a été exact. Il y a eu des petits verres blancs dans les bacs verts aussi. Fait que, mais nous, l'ajustement qu'on va faire, c'est que l'an prochain, le compostage, à toutes les semaines, on va continuer de ramasser à toutes les semaines dans le mois de septembre. Ça fait qu'on va retarder aux 2 semaines à partir du mois d'octobre. Il y a certaines techniques qu'on peut utiliser aussi qui auraient pu faire en sorte puis on encourage, un fond différent. Puis on encourage toujours les gens à appeler au centre de tri, au 385-4200. Pour avoir ces trucs-là. Oui, pour avoir des trucs, poser des questions. Tu sais, on disait mettre... un petit fond de gazon avant. Un petit fond de gazon. Vaporiser du vinaigre sur les petits verres. Fait qu'il y a des trucs à prendre. Ce qu'on encourage aussi, on encourage les gens à apprivoiser le bac brun. Parce qu'il y a des personnes là, qui vont nous dire « Ah, moi, là, je ne vais pas mettre de viande. » Mais tu sais, si vous ne vous sentez pas à l'aise de commencer avec la viande, bien, vous pouvez mettre vos restants de légumes, les papiers, Scott Towel. Tu sais, là, commencez tranquillement. On recommande aussi aux gens, là, à toutes les 2 semaines, de ne pas attendre que le bac soit plein. Parce que souvent, des fois, c'est ce qu'on a tendance à faire, là, avec le bac vert et le bac bleu. Mais le bac brun, actuellement, la cueillette est aux 2 semaines. Si votre bac est à moitié ou au quart, mettez-le quand même sur le bord du chemin. On a aussi, je vous dirais qu'on a des statistiques, on a ramassé des Très statistiques. intéressant. Oui. Puis là, actuellement, nos champions, puis ça va quand même relativement vite. Nos champions au niveau de la collecte, c'est les municipalités de Newport et Pabot Mills. On parle de 9,2 tonnes de moins qu'on envoie à l'enfouissement à Gaspé. C'est impressionnant qu'on garde chez nous. Fait que pour les gens qui sont intéressés, même, je vous dirais que Grande-Rivière-Est et Grande-Rivière-Ouest, si on compare nos 2 villes, compostent plus que la ville de Chandler. Puis là, quand je parle de ville de Chandler, je parle du quartier de Chandler, là, du pont à pont. Fait que je félicite les gens là, de Grande-Rivière. Puis on pourrait peut-être avoir une saine compétition pour voir qui va demeurer, là, qui vont être nos champions au niveau du compostage. Donc, c'est un projet qui fonctionne. Et n'oublions pas l'idée de base que derrière ce projet-là, c'est de préserver la qualité et surtout la durabilité de notre site d'enfouissement qui est à Gaspé. Effectivement, parce que le site de Gaspé, on le sait, c'est excessivement dispendieux, l'enfouissement. Autre chose aussi, c'est qu'en 2020, le compostage va être obligatoire. Fait que 2020, là, ça arrive vite, là, parce que dans 3 mois, là, on va être en 2013. Oui. Puis je tiens aussi à féliciter, là, au niveau du Conseil des maires, on est les chefs de file en Gaspésie. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on a réussi à relever le défi en gardant le même tarif. On est toujours à 270 $ par année pour tout le traitement des matières résiduelles. Puis les gens peuvent aller visiter aussi le site de compostage en passant
Pabeau, Saint-François de Pabeau, le chemin de la débouche. Fait que, puis ils vont voir, c'est vraiment impressionnant. Et une façon de réussir à garder le cap au niveau du prix, de la transformation de tout ça, oui. C'est d'y participer. Oui, oui, on encourage vraiment grandement. Puis en plus, c'est qu'au lieu de ne faire que de l'enfouissement, c'est qu'on donne une valeur ajoutée à nos matières, à nos déchets. Oui. Fait que c'est vraiment un plus pour la région. Puis je vous dirais, puis le plus beau de l'histoire aussi, c'est qu'on a réussi on a le traitement des matières résiduelles, le compostage, mais aussi on a le traitement des bouts de fosses septiques. Fait que ça, c'est un service à notre population pour les gens là, qui ont des fosses septiques. Ça fait que d'avoir réussi à faire le mariage de ces deux, bien, c'est un plus, là, parce qu'au niveau aussi des bouts de fosses septiques, d'aller apporter ça à Rimouski, et ça commence à faire loin. Là, oui, Et puis, pour conclure en ce qui concerne ce dossier-là, pour ceux qui veulent avoir de l'information, j'imagine qu'il y a toujours des personnes ressources. Toujours, en tout temps, les gens peuvent appeler au 385-4200. Puis je vous dirais là, que depuis le mois de septembre, on a eu à peu près 225 appels. Ce qu'on demande aussi aux gens, c'est de faire attention dans ce qui va dans le bac brun et ce qui ne va pas dans le bac brun. Ça fait que tout le monde a reçu son pamphlet. Oui. S'il y a des gens qui ne l'ont pas reçu, on peut appeler au 385-4200, on va leur remettre. Il y avait aussi un collant qu'on pouvait mettre sur le petit bac qu'on garde sur notre comptoir. Qu'on met au congélateur. Oui. Ça fait qu'aux gens, là, de dire, gars, si vous ne l'avez pas, appelez au 385-4200, on va vous le donner. Mais dans le bac brun, de grâce, on ne met pas de bouteilles, pas de styromousse non plus, là. Les fameux contenants, là, quand on met la viande, là, fait qu'on ne met pas ça. On ne met pas de couches, on ne met pas de peintes de lait, pas de papier, là, les peintes de jus, peintes de lait, et pas non plus des fameux petits godets de café là, pour les fameuses cafetières. Ces godets-là ne sont pas compostables et aucun sac. Bon. Sauf des sacs de papier brun. Mais aucun sac en plastique, aucun sac. Donc, je pense que ça fait le tour pour ce dossier-là. Oui. Un autre dossier très important au niveau du développement économique de notre MRC, on en a entendu beaucoup parler dans les médias durant la période estivale, c'est le fameux projet de la cimenterie de Port-Daniel, un projet qu'on parle depuis déjà pratiquement 20 ans. Au-dessus de 20 ans, fait que le vrai nom de la compagnie, ça s'appelle Ciment Méganis. D'accord. Fait que c'est vraiment, là, j'ai eu la chance, 2 semaines passées, de rencontrer le nouveau PDG, M. Christian Gagnon. Une personne qui a quand même 35 ans d'expérience dans le ciment. C'est un Québécois pur laine. Fait que c'est intéressant. Puis c'est une compagnie aussi qui est québécoise, là, parce qu'on sait que le groupe Bombardier, qui est derrière tout ce projet-là, c'est un fleuron. Quelque chose de industriel au Québec, oui. Et puis là, on parle vraiment d'un projet qui risque d'être générateur d'emplois de qualité, mais qui va être fait en prenant, du moins, c'est ce dont on parle, c'est le fameux impact sur l'environnement que ce projet pourrait avoir. Là, on parle vraiment d'études, même au niveau gouvernemental, que le BAP pourrait peut-être entourer le tout. Non, il n'y aura pas de BAP. Il n'y aura pas de BAP. Ça, là, il n'y aura pas de BAP. D'accord. Ça, c'est clair. Et puis, est-ce que c'est inquiétant? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu les résultats, puis quand on a rencontré les promoteurs il y a de ça 2 semaines, ils sont venus nous présenter les résultats d'un sondage qui a eu lieu cet été. Fait que, puis les résultats du sondage confirmaient vraiment ce que nous, on savait déjà, parce qu'au niveau des élus, on est près du terrain, puis on savait que les gens, la population voulait aller de l'avant dans ce projet-là. Nous, on a à s'assurer, avec le promoteur comme élu, que ce projet-là va respecter les normes environnementales. Et c'est ce qu'on nous dit depuis le début. On va vraiment respecter les normes environnementales, puis ça va être la cimenterie la plus moderne au monde. Fait que c'est certain, là, puis fait que nous, on est prêts à aller de l'avant, puis on encourage aussi on encourage les promoteurs. C'est sûr qu'au niveau du développement de notre région, c'est un projet majeur.
On parle de 400 emplois directs et indirects. Pendant la période de construction, on parle de 2000 emplois. Fait que ça vient changer, ça va changer comme on dit dans notre jargon, ça vient changer la donne au niveau économique là, dans notre MRC. Là. Au niveau de l'évolution du projet, on en est rendu où actuellement? Quand on a rencontré le nouveau PDG il y a 2 semaines passées, on a aussi le lendemain rencontré M. Gaétan Lelièvre, qui est le ministre, un de nos députés, mais aussi le ministre responsable des régions. Puis, ce que les promoteurs nous ont dit, ils attendaient. Il y avait une demande qui avait été faite pour rencontrer Mme Marois. Fait que nous, on a à s'assurer que ça se fasse le plus tôt possible. Eux sont prêts à rencontrer Mme Marois, Mme Marois, n'oublions pas, qui a mis la Gaspésie sous son aile comme première ministre. Fait qu'avec un projet aussi porteur, on ne peut pas là, ne pas être derrière là, cette... Donc, il n'y a pas de calendrier d'établi? Le calendrier d'établi, ce qui a été dit lors de cette rencontre-là, première pelletée de terre en avril 2013. Donc, c'est quand même assez rapide. Ça fait que c'est rapide. Moi, je vous dirais que si les promoteurs ont demandé à rencontrer la première ministre, probablement que les évaluations sont environnementales, les devoirs qu'il y avait à faire sont très avancés. Ils ont des rencontres régulièrement avec le ministère de l'Environnement. Et pour ceux, des fois, parce qu'on a entendu certains discours dire « Ah oui, le ministère de l'Environnement ne sont pas compétents ou il y a peut-être un parti pris. » Moi, je peux vous dire qu'il n'y en a pas de parti pris parce que nous, on travaille avec le ministère de l'Environnement dans le dossier du compostage. Puis je peux vous dire que pour réussir à avoir les certificats d'autorisation, parce que pas de certificat, pas de construction, il faut vraiment là, que tu sois plus qu'aux normes. Là. Ça fait qu'il faut vraiment répondre à leurs demandes. Alors, c'est un dossier qu'on va suivre de près à chacune de nos rencontres. Très près, à chacune des rencontres, là, on va vous tenir au courant. Merveilleux. Maintenant, au niveau un autre dossier important qui est piloté par le C3S, j'essaie de bien le prononcer, gériatrie ambulatoire, le SEGA. C'est ça, Service externe de gériatrie ambulatoire. Ça fait partie des projets, parce qu'on a parlé un petit peu au début au niveau des changements de gouvernement. Vous savez que nous, à la MRC, il y avait toute une démarche qui avait été entreprise l'automne passé avec les différents acteurs socio-économiques de notre milieu, où on avait présenté une liste de projets porteurs dans la MRC, des projets à développement. Et le service externe de gériatrie ambulatoire était un de ces projets-là. On a une rencontre cet après-midi de tout ce comité-là avec le ministre, M. Gaétan Lelièvre et M. Sylvain Roy. On réinventera pas la roue. On va pas, parce qu'il y a un nouveau gouvernement à dire, on reprend la démarche et on réinvente d'autres projets. On a des projets porteurs. On a des gens qui sont avec nous, donc on continue on est en poursuite de travail. Là. On ne recommence pas, là, on continue. Et ce service-là est un service important pour nous. On sait que dans la MRC, on a la population la plus âgée au Québec. Fait que, puis nous, on appuie le C3S dans ce service-là. Ce qu'on veut aussi, au niveau du service externe de gériatrie ambulatoire, c'est vraiment avoir un endroit où tous les services pour les personnes âgées se retrouvent dans le même bâtiment. Fait que ça pourrait être intéressant, là, peut-être d'avoir quelqu'un du C3S qui vienne expliquer à la population. Mais ce serait un bâtiment qui serait annexé sur le terrain du C3S et tous les services aux personnes âgées seraient au même endroit. Ce qu'on vise avec le SEGA, c'est vraiment développer notre expertise au niveau des personnes âgées. Il y a des ententes actuellement qui sont prises avec l'Université de Sherbrooke. On sait aussi que dans un milieu, quand tu as des ententes avec des universités au niveau des milieux scolaires, c'est un plus pour ton milieu. On pourrait là aussi devenir un chef de file au niveau service à notre population âgée. Puis c'est pour la garder en forme le plus longtemps possible. Puis on encourage toujours le maintien, pour encourager le maintien à domicile. On n'est jamais aussi bien que chez nous. Tout à fait. Favoriser l'autonomie. Exactement. Donc, voilà un autre dossier qu'on va suivre de près. En ce qui concerne maintenant l'aéroport,
fait. Oui, oui. Un autre Je dossier vous qui dirais va que bien, des l'an bonnes passé, nouvelles. Hein? oui, effectivement. Vous savez, l'an passé, à ce temps-ci, on sonnait un petit peu l'alarme. Pas un petit peu, on a sonné l'alarme par rapport à notre aéroport, de dire, écoutez, l'état de la piste se détériore vraiment, puis on a eu, il y a eu une levée de boucliers où la population, puis les intervenants du milieu ont dit, écoute, à tout prix, on veut, là, on a besoin de notre aéroport. Fait qu'on s'est mis en mode solution. Ce qui était important, c'était vraiment de faire des études. On a eu l'appui au niveau gouvernemental. On a pu bénéficier là, des services dans différents paliers de gouvernement. On a embauché une personne aussi pour nous faire du coaching auprès là, de la MRC, parce que je vous dirais qu'il n'y a personne à la MRC qui est expert en aéronautique et en piste d'atterrissage. Puis ça a vraiment été bénéfique. Fait qu'on vient de recevoir les études. L'état, ce qu'on voyait, l'état de la piste est sous la piste. Fait que nous, l'inquiétude, c'était ce qui se passait sous l'asphalte. Fait que les résultats sont de beaucoup meilleurs à ce qu'on croyait. Fait que nous, on va de l'avant vraiment dans le dossier. Les maires, à la MRC, on a décidé de mettre 1 million comme mise de fonds. Là, on est en train actuellement de réparer les fissures. Puis, on a les rencontres après-midi qu'on a avec nos députés. On va continuer là, de travailler dans ce dossier-là. Ça fait qu'on devrait aller jouer là, autour probablement du 4 millions là, pour faire... je vous dirais, on veut plus qu'une mise à niveau. Parce que là, on répare les fissures, ça, c'est une mise à niveau. Nous, ce qu'on veut, puis moi, mon objectif, là, c'est que la piste, c'est qu'on répare nos infrastructures, puis on les répare pour les 25 prochaines années, qu'on ne se repose pas les mêmes questions tous les ans. On garde-tu, on garde-tu pas? C'est fatigant, c'est tannant, c'est... Fait que vraiment, là, ça consolide les services déjà offerts. Oui, puis ça peut devenir un outil de développement économique à moyen terme. Exactement, exactement. Quand on regarde avec le dossier de Ciment Mécanis, là, eux ont besoin là, des pistes d'atterrissage. Puis, je vous dirais qu'à l'heure où on se parle, puis pour rassurer la population, d'ici la fin octobre, le jet va probablement pouvoir atterrir à Pabot. Pour le service d'avion hôpital. C'est ça. D'accord. Maintenant, au niveau de l'École des pêches est toujours un dossier qui est important au niveau de la MRC, même au niveau de l'ensemble de la vous savez que les pêches en général, c'est un secteur excessivement important pour notre MRC. Tout à fait, oui. Puis c'est même un secteur important pour la Gaspésie. S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est bien les pêches. Hein? Les pêches, et puis notre École des pêches et l'expertise qu'on retrouve là aussi. Exactement. Oui. Et on a cet après-midi encore avec... le ministre et le député. Nous, on sait que, comme on disait tantôt, c'est une école qui est unique au Québec, c'est une école qui est francophone, elle a vraiment une vocation particulière qui est au niveau du secteur des pêches. Il y a eu une rencontre avec les industriels et les entrepreneurs au niveau des pêches, je vous dirais fin août, début septembre. Il y a d'autres rencontres qui devraient avoir lieu sous peu. On se garde en contact avec le cégep de la Gaspésie des Îles, et on a vraiment à cœur cette école-là dans notre milieu. Ça fait que pour nous, pas question de laisser aller. Au contraire, on veut maximiser là, les retombées de l'École des pêches de notre secteur. Donc, voilà un autre dossier qu'on va suivre de près dans les mois à suivre. Oui. Et dernier dossier pour notre première rencontre de l'année 2012, de l'automne 2012, Percé l'incontournable, toujours un aussi grand projet qui commence à voir le jour de façon concrète. Même cet été, là, on a vu des interventions directement dans le milieu qui étaient concrètes. Là. C'est ça, des interventions concrètes. On a commencé aussi à faire l'aménagement au niveau du Mont Sainte-Anne. On présente le projet cet après-midi dans son... Parce que vous savez, je parlais tantôt de nouveau gouvernement, nouvelles personnes, il faut refaire nos devoirs. Donc, on va présenter au ministre... au ministre Lièvre et aux députés, le projet dans son ensemble. Parce qu'il faut, comme on disait à la consultation l'hiver passé, le fait d'aménager le mont Sainte-Anne, que ce soit au niveau des sentiers ou de la plateforme qui va surplomber Percé, ce n'est qu'une étape, là. Ce n'est qu'une marche de l'escalier. Ça fait qu'on a tout un escalier à monter. On va y aller étape par étape, mais on va, je
peux vous assurer qu'on va arriver en haut de l'escalier. Percé, c'est un produit d'appel. Les gens qui viennent en Gaspésie, au départ, puis ça a été prouvé, viennent pour voir Percé. Fait que nous, on va... tous les titres de noblesse de Percé vont demeurer et on va, comme je vous dis, là, on va y voir. Là. Et c'est l'essence même du projet, en fond. Effectivement. D'autant plus que la semaine passée, on apprenait qu'au niveau des créneaux à quart, au niveau touristique, c'était renouvelé pour les 5 prochaines années. Fait que on va vraiment là, maximiser au niveau touristique. Et là aussi, c'est beaucoup d'emplois dans notre milieu. Puis ce qu'on vise, c'est d'étendre la période touristique. Puis pour étendre la période touristique, on doit maximiser les retombées économiques dans notre milieu et offrir des produits aux gens qui viennent nous voir. Pour terminer, Mme Leboutillier, le 3 novembre prochain, on parle vraiment d'une belle activité qui va avoir lieu au niveau de la MRC du Rocher-Percé à la base planaire Bellefeuille. On va rendre hommage à l'ensemble des entreprises de notre région, des organismes de notre région. Oui. C'est un rendez-vous, c'est le fameux gala de la Chambre de commerce du Rocher-Percé. Effectivement, gala de la Chambre de commerce, on rend hommage à tous nos entrepreneurs. Nos commerçants, ça je l'ai dit, je le redis, et je n'ai aucune gêne à le dire, sont la colonne vertébrale de la MRC. Pas d'entrepreneurs, c'est la misère noire. Ça fait qu'on leur rend hommage. Et on a comme président d'honneur cette année pour le gala de la Chambre de commerce le PDG de Ciment Mécanisme, M. Christian Gagnon. Ça fait que ça va permettre à tous les entrepreneurs, parce que je disais tantôt au niveau de la cimenterie, je vous dirais qu'actuellement, il y a déjà des commerces qui sont en train là, de travailler sur leur avenir pour maximiser leurs services parce qu'ils sont conscients des retombées économiques que ça va apporter dans la région. Ça fait que les gens, les commerçants vont avoir le privilège de pouvoir rencontrer le PDG puis de pouvoir discuter avec lui au courant de la soirée. Fait qu'on invite vraiment tous les commerçants là, à venir au gala. Puis nous, de toute façon, moi, c'est certain que je vais y être. Comme je disais tantôt, on ne peut pas ne pas rendre hommage à nos commerçants. Tout à fait. C'est grâce à eux que notre MRC a le pouvoir de se développer et d'améliorer sa situation. Oui, puis c'est ce qu'on appelle l'économie résidentielle, parce que nos entrepreneurs, ils sont chez nous, c'est des gens de chez nous, qui demeurent chez nous, qui développent chez nous, qui dépensent de l'argent chez nous. Ça fait que... Et on ne doit pas du tout les sous-estimer. Au contraire, on doit valoriser tout le travail que ces gens-là font. Puis ces gens-là aussi, souvent, là, tous nos entrepreneurs sont impliqués dans des causes communautaires, dans des... tu sais, là, que ce soit au niveau du cancer, auprès des organismes communautaires. Fait qu'ils ont une grande valeur là, dans le milieu. Bien, Mme Leboutillier, merci beaucoup de votre visite à l'émission Reflet d'ici. Je veux juste terminer pour dire la chasse. J'allais vous donner le mot de la fin avec la chasse, donc vous vouliez terminer avec ça, un message pour les chasseurs, et je vous laisse le mot de la fin, Mme Leboutillier. Bien, c'est ça. Ça fait qu'on sait qu'on est en période de chasse, puis ça peut être une activité qui est très intéressante. Ça fait que, mais on invite les gens à la prudence. On a eu des ententes aussi avec la Sûreté du Québec qui va être très présente en forêt. Fait qu'on souhaite une bonne chasse à tout le monde. Beaucoup de plaisir et beaucoup de prudence. Merci. Merci. Alors, merci beaucoup, Mme Leboutillier, pour ces informations. Terminons l'émission de cette semaine avec quelques communiqués de presse. Alors ici, j'ai une annonce à l'occasion de sa tournée dans plusieurs régions du Québec. La ministre déléguée à la politique industrielle et à la Banque de développement économique du Québec, il s'agit de Mme Hélène Zakaïb, annonçait la construction d'une usine multifonctionnelle vouée à la remise à neuf de véhicules ferroviaires dans la région de la Gaspésie et des îles. Alors, pour ce projet, le gouvernement du Québec attribue à l'entreprise Rail GD un appui financier remboursable de 469 000 $, de même qu'une garantie de prêt de 900 000 $ administrée par Investissement Québec, oui. Alors, la contribution non remboursable de 150 000 $ est aussi attribuée par le ministère des Ressources naturelles. Alors, voilà une bonne nouvelle et un dossier à suivre pour une construction nouvelle d'usine de l'entreprise Rail GD.
Maintenant, ici, on annonce que le Carrefour Jeunesse Emploi du Rocher-Percé et Option Emploi ont procédé à l'inauguration de leurs nouveaux locaux. Alors, le 5 octobre dernier, c'était jeudi, en présence aussi de dignitaires et de partenaires, que l'équipe du Carrefour Jeunesse Emploi et Option Emploi a procédé à l'inauguration de leurs locaux, désormais situés au 409B, boulevard Lévesque-Ouest, à Chandler. Ils sont aussi voisins du dépanneur du coin à Chandler. Alors, ils sont toujours ouverts avec leurs nombreux services aussi également. Je termine avec une belle annonce par l'Office du tourisme du Rocher-Percé qui dresse un bilan positif pour la 8e saison estivale à l'espace Suzanne Guitté. Alors, l'espace qui est nouvellement aménagé depuis quelques années près du quai. Alors, près de 25 000 personnes ont assisté à 200 spectacles répartis sur 66 jours de la programmation régulière. Alors, il s'agit d'une augmentation du nombre de spectacles par rapport à 2011. Et l'Office du tourisme a également ajouté une nouvelle activité sur les légendes où un conteur racontait les légendes de la région le soir autour d'un feu au centre de l'espace Suzanne Guitté. Alors voilà, ce sont de très bonnes nouvelles pour notre région. Alors ceci complète l'édition de cette semaine pour Reflet d'ici. J'espère que vous avez aimé. Alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine.